Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors les plus perspicaces d'entre vous ont peut-être deviné où nous sommes. Nous sommes dans le jardin coréen, du jardin d'acclimatation. J'avais très envie de tourner cette vidéo ici, malgré le bruit, les enfants qui courent partout et un pan assez belliqueux. Voilà, ce pan qui rôde autour. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'une des femmes les plus puissantes de l'histoire de la Corée, l'impératrice Myongseol. On va appeler l'impératrice Min. Alors je vous préviens, l'histoire de Min, c'est un excellent drama coréen. Ça va parler d'amour, de pouvoir et surtout d'une fin tragique. Restez là. Notre histoire débute en 1866, quand la jeune Min épouse l'empereur Kojong de la dynastie Joseon, qui gouverna la Corée de 1392 à 1910. Alors c'est un mariage qui avait été organisé par le père de l'empereur Kojong, Daewon-gu. En effet, Kojong n'était pas fils d'empereur lui-même, puisque le précédent empereur était mort sans héritier. Il avait donc désigné Kojong comme successeur. Et alors le choix de Min comme impératrice n'était pas anodin. En effet, elle venait d'une famille noble, mais une famille noble qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, elle était orpheline, donc c'était vraiment tout bénéfice pour Daewon-gu. C'est comme ça, les parents de l'impératrice ne risquaient pas de venir le concurrencer. Par ailleurs, Min était réputée jolie, d'un caractère plaisant, douce, et donc il se dit que ce serait une impératrice facilement manipulable. FBI, fausse bonne idée. En effet, Min avait très bien caché son jeu. Elle était en réalité une femme avec un fort caractère qui aspirait à exercer le pouvoir. Et bien lui prit parce qu'à l'époque, la Corée était menacée de toutes parts. Mais sur le court terme, son principal ennemi, c'était pas les Japonais, c'était pas les Européens, c'était son beau-père, Daewon-gun. En effet, Daewon-gun ne voulait pas céder son pouvoir et il voyait d'un très mauvais œil cette jeune impératrice qui, mine de rien, s'ingérait de plus en plus dans les affaires du royaume et préférait largement converser avec les ministres que d'assister à des dîners mondains, contrairement à son mari qui allait de partie fine en partie fine. Leur rivalité atteint son paroxysme le jour où Min fait une fausse couche. Son beau-père, toujours aussi délicat, déclara publiquement que de toute façon l'impératrice semblait incapable de donner un héritier à la couronne et que son fils, l'empereur, devrait plutôt consacrer son temps à ses concubines. Super connard! Autant dire que ça passa très mal auprès de Min, qui, mine de rien, malgré le fait qu'elle était orpheline, avait réussi à se créer une bande de partisans. Et un de ces partisans, donc une sorte de ministre qui s'appelait Choi Ik-yoon, demanda à ce qu'il y ait une sorte de procédure d'impeachment, même si dire ça c'est un gros anachronisme, à l'égard de Daewon-gun, qui dut démissionner et partir se retirer à la campagne. Donc ce fut bien entendu une grosse victoire pour Min. I win, you lose. Officiellement c'était son mari qui gouvernait, mais dans les faits on savait très bien qui tenait les rênes de la Corée. Mais les vrais problèmes ne faisaient que commencer. En effet, la Corée à l'époque était aux abois. Il y avait une menace qui venait de l'étranger. Par exemple, en 66 et en 71, la France et les États-Unis avaient fait des incursions dans le pays pour se venger de persécutions contre les chrétiens. Et il y avait surtout la menace des Japonais. Le Japon qui était devenu le pays fort de la région et qui considérait la Corée comme faisant partie de sa sphère d'influence. Mais la menace venait aussi de l'intérieur. En effet, deux mouvements politiques s'affrontaient dans le pays. Il y avait d'un côté les conservateurs, qui voulaient que la Corée s'inspire de la Chine. Ça veut dire qu'elle ne cède pas d'un pouce aux étrangers, qu'elle ne se réforme pas. Et il y avait de l'autre côté les progressistes qui voulaient que la Corée s'inspire du Japon et entame une sorte d'ère Meiji. Et c'est ce dernier camp qui avait la préférence de Min, qui était une progressiste convaincue. Elle voyait bien que le Japon rêvait d'annexer la Corée, et elle se dit que si elle réformait son pays, peut-être que les Occidentaux la verraient d'un meilleur œil et pourraient protéger la Corée. Mais qui dit réforme dit également mécontent, tant et si bien que les conservateurs firent un coup d'État en 1882. Donc le couple impérial dut s'enfuir et demander l'aide de la Chine, parce que oui, la Corée était un État vassal de la Chine, pour rétablir l'ordre.
Donc la révolte fut matée, mais Kojong fut vraiment traumatisé par cet épisode et se mit dans le dos de son épouse à traiter avec les Japonais afin de gagner leur protection contre une éventuelle nouvelle révolte. C'était vraiment mettre le doigt dans un très dangereux engrenage. En effet, les Japonais, qui se savaient en situation de force, exigèrent des concessions vraiment très humiliantes pour la Corée, et notamment l'autorisation de stationner des troupes dans Séoul. Alors bien entendu, quand Min, vivant de cela, elle fut scandalisée, car c'était une nationaliste convaincue, et ça ne fit qu'empirer. En 84, il y eut un nouveau coup d'État, et des Japonais furent tués pendant le soulèvement. Donc Tokyo demanda encore plus de concessions à la Corée, et commença à demander à Kojong le départ de son épouse. Mais Kojong aimait son épouse, et ça, il le refusait. Et ça gênait de plus en plus les Japonais parce que Min s'était beaucoup rapprochée des États-Unis. Elle avait envoyé une délégation dans le pays et avait même signé un partenariat avec le ministère américain de l'Agriculture pour moderniser l'agriculture coréenne. Et les Japonais voyaient la Corée leur passer sous le nez. Aussi, ils décidèrent d'agir d'une manière particulièrement cruelle. Au petit matin du 8 octobre 1895, des soldats japonais vont pénétrer dans le palais impérial et violenter, tuer, puis brûler le corps de l'impératrice. Et ce fut un vrai massacre. Ils ne savaient pas vraiment en fait qui était l'impératrice. Alors du coup, au cas où, ils ont également massacré 2 de ces dames d'honneur. Je ne vous dis pas le scandale international que fut cet assassinat. Les autres pays étaient outrés et obligèrent le Japon à tenir un procès pour juger les commanditaires et les acteurs de cet assassinat. Et parmi ces accusés, il y avait notamment l'ambassadeur du Japon en Corée, Miura Goro, l'instigateur de cet assassinat, même si on sait très bien qu'il obéissait à Tokyo. Mais ça ne va pas vous étonner, faute de preuves, il n'y eut aucun condamné, tous les accusés furent relâchés. Et ce fut vraiment le début d'une période très noire pour la Corée. En 1905, la Corée fut déclarée protectorat japonais et en 1910, elle fut tout simplement annexée. Et là, ça allait être terrible, donc il y aura vraiment une politique assimilationniste de la part du Japon. L'enseignement du coréen à l'école était interdit, les journaux en langue coréenne ont été fermés, les terres ont été confisquées. Quant aux Coréens, ils étaient juste considérés comme de la main-d'œuvre peu chère et corvéable à merci par les Japonais. Donc cette situation ne prit fin qu'en août 1945, après la reddition du Japon. Alors que retenir de l'impératrice Myung-Cheon? Aujourd'hui, c'est une figure très populaire en Corée. Elle est un peu considérée comme la mère de la Corée moderne. Donc pendant des décennies, les Japonais ont essayé de salir son image, forcément. Mais ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de films, de séries qui lui sont consacrés. Donc voilà pourquoi je voulais en parler, parce qu'ici elle n'est pas du tout connue. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette histoire, je vous encourage à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai aussi un compte Twitter où je suis bien plus actif que sur YouTube. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!